cas de me permettre de présenter ce projet donc, qui porte sur les capteurs, des capteurs bas coût qu'on peut utiliser pour mesurer l'eau. Donc, effectivement, Jérémy, tu précisais que beaucoup de projets sont en lien en fait avec la qualité de l'air notamment. Et nous, on s'est dans le cadre de ce projet, la Chipo, qui est financé par un accord cadre entre l'OTU et puis l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, on a cherché à voir un peu comment on pouvait changer un peu nos manières de mesurer l'eau et notamment les eaux urbaines en ville. Donc voilà, donc Chipo, c'est pour solutions innovantes à bas coût pour le suivi des systèmes de gestion des eaux urbaines. C'est un projet, alors c'est un projet qui fait travailler donc 4 laboratoires ici, environnement, ville, société, dont je fais partie. L'INSA aussi, DIP, qui travaille depuis longtemps sur l'hydrologie urbaine. L'INRAE, donc ex-IRSTEA, et puis l'Institut des sciences analytiques. Et puis on travaille aussi avec des gestionnaires, des opérationnels, et notamment un bureau d'études à Agir, et puis le Grand Lyon, le métropole, qui est assez à la pointe, en fait, notamment sur ces gestions des eaux urbaines. Alors, je vais peut-être prendre un tout petit peu de temps pour rappeler les enjeux, du moins pourquoi on met en place en fait ces suivis low cost et bas coût en fait pour les eaux urbaines. Euh, les, donc les villes, bien entendu, elles engendrent beaucoup de surfaces imperméables des sols, en empêchant donc l'infiltration, en enlevant de la végétation. Et du coup, dès qu'il pleut, ben, on se retrouve dans ces situations. On a un peu les pieds, les pieds dans l'eau. Donc il nous faut des équipements pour collecter ces eaux pluviales. Ces équipements sont historiquement enfouis sous terre, ce sont des gros tuyaux, on appelle ça la technique du tout tuyau, où on va chercher à évacuer ces eaux pluviales en excès qui ruissellent, qui ne peuvent plus s'infiltrer vers un réseau. Ce réseau, en France, il est généralement unitaire, c'est-à-dire qu'on vient regrouper les eaux pluviales de surface, de ruissellement, avec des eaux usées, sales, qui sont donc dans nos systèmes d'assainissement. Et donc, on vient transformer en gros des eaux qui sont propres en eau sale, et se posent donc les problèmes notamment d'urbanisation, de croissance urbaine très rapide, qui font que ben, parfois on se retrouve avec des situations comme celle-ci, où les réseaux sont complètement dépassés, ne peuvent plus en fait accepter toute cette eau qui ruisselle. Et dans beaucoup de cas, en fait, sont mis en place des déversoirs d'orage pour empêcher justement que ces réseaux soient saturés, que les stations d'épuration elles-mêmes soient saturées. Et donc, ces eaux urbaines, ces eaux usées sont directement déversées dans les milieux aquatiques, donc engendrant un certain nombre de problèmes liés de santé publique, mais aussi de biodiversité. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années déjà, des gestionnaires, des chercheurs se posent les questions à savoir comment travailler de manière un peu alternative. Euh, J'ai un exemple de travail du Grand Lyon sur un guide du SDAGE, donc vers la ville perméable. L'idée, c'est de rendre les villes perméables, désimperméabiliser les sols, pour donner la possibilité en fait à l'eau très très rapidement de s'infiltrer dans ces sols. Donc, on a des techniques dont vous avez bien entendu probablement entendu parler, des techniques alternatives de gestion à la source de ces eaux pluviales par des toitures végétalisées, des collecteurs donc d'eau pluviale des toitures, mais aussi des noues, des chaussées drainantes qu'on peut retrouver en ville. Et donc, toutes ces solutions-là, maintenant, elles ne sont plus enterrées, d'accord, elles sont visibles, elles font partie, en fait, de l'habitat et de la ville. Ici, une autre quelques bassins en fait de rétention aménagés dans un lycée sur Lyon. Donc là, on vient retenir les eaux un peu plus loin quand on ne peut pas les retenir directement à la source. Et puis ces techniques, et donc elles ont l'avantage de se rapprocher un peu du cycle naturel du cycle de l'eau, en cherchant à infiltrer les eaux directement dans les sols. Donc on va
créer des espaces végétalisés, on va pouvoir même réhabiliter des milieux humides ou parfois des cours d'eau. Ça, c'est un bassin d'infiltration qui se trouve derrière notre université à Lyon et dans lequel on va pouvoir donc non seulement réduire les risques d'inondation, de ruissellement, etc., mais aussi réintroduire certaines natures en ville avec la végétation qui pousse, mais aussi des oiseaux, même parfois des poissons qui reviennent dans ces types d'ouvrages. Alors, ces ouvrages-là, bien entendu, ils ne font pas qu'attirer des oiseaux, des poissons et de la végétation. Ce sont aussi des lieux sociaux. Et donc là, et typiquement, un terrain de foot de l'université Lyon 2. Et puis à Lyon, on a un certain nombre aussi de jardins partagés, donc qui permettent de faire un peu, de créer une sorte d'effet village, je dirais, où les gens peuvent se rencontrer et donc où l'eau justement joue un rôle aussi très important dans ces processus, donc non seulement hydrauliques, hydrologiques, mais aussi des processus biologiques et sociaux. Donc des fonctions hydrauliques, hein, c'est la toute première fonction hydraulique, c'est celle qu'on a en tant que gestionnaire de ces eaux, pour protéger contre les inondations, un rôle aussi de sécurité sanitaire, je vous ai dit, d'adaptation au changement climatique, j'en ai moins parlé, mais je crois que mon collègue Florent Renard l'avait déjà évoqué dans le cadre de CASPA, pour limiter les îlots de chaleur, on l'a bien ressenti ces derniers étés, donc la réintroduction de biodiversité nature en ville, et donc ça contribue au bien-être global des citoyens avec des enjeux bien entendu d'attractivité des villes et des enjeux politiques donc certains. Voilà, donc les problèmes de gestion et de surveillance, maintenant je viens un peu à mon problème, liés à ces eaux urbaines, en milieu, ces eaux urbaines, les défis actuels, c'est que les infrastructures existantes, elles commencent même à vieillir. Sur Lyon, on a des infrastructures présentes depuis 20-30 ans, donc elles sont vieillissantes, pas forcément même maintenant bien dimensionnées par rapport à ce qui existait il y a 20-30 ans, d'un point de vue des surfaces imperméables. On a aussi un nombre croissant d'infrastructures, hein, je vous ai dit, ce sont des petites infrastructures, donc elles sont dispersées en fait dans la géographie dans la ville, et donc, il y a une inflation vraiment de ces infrastructures à la source, et ça représente donc un coût très important lié à leur suivi et à leur gestion. Donc, pour les connaître, pour diagnostiquer éventuellement des dysfonctionnements qui sont progressifs et longs dans le temps, et pas forcément très rapides, et puis ensuite aider en fait nos gestionnaires à maintenir ces systèmes, hein, que ce soit les systèmes d'ailleurs traditionnels comme les systèmes de techniques alternatives. Donc, le constat actuel, c'est que les surveillances, elles restent quand même malgré tout, même si elles sont importantes en France pour les rivières et les milieux aquatiques, elles restent tout de même très ponctuelles et puis insuffisantes, hein, notamment pour les suivis, par exemple, des rejets de déversoirs d'orage, d'eau usée, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, elles sont inexistantes ou quasi inexistantes pour les techniques alternatives. Ce sont seulement des visites d'agents en fait, sur site qui permettent de diagnostiquer des dysfonctionnements qui sont actuellement purement d'ailleurs hydrauliques. Ils se concentrent uniquement sur cette dimension hydraulique de ces ouvrages, alors que je vous ai rappelé qu'ils avaient aussi des dimensions écologiques et puis sociales. Donc, on a besoin d'une métrologie en fait qui soit adaptée, hein, pour changer un peu de paradigme par rapport à cette mesure. Donc, dans le cadre du projet Chipou, on s'est posé la question, hein, quel serait notre capteur idéal. Alors, tout d'abord, on s'est dit qu'il fallait qu'il soit abordable, hein, puisqu'il faut pouvoir en disséminer à de très nombreux endroits, et puis éventuellement qu'il soit abordable et disponible pour les gestionnaires, pour des bureaux d'études, mais même, pourquoi pas, des citoyens. Donc on partait un peu sur un coût de 200 € contre à peu près 5, 7, 8 000 € pour des mesures traditionnelles, hein. Donc, ce qui nous permettrait aussi de densifier les réseaux. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique, pour la connaissance scientifique, ce serait extrêmement intéressant de pouvoir ouvrir un peu les boîtes noires des bassins versants, ou pouvoir connaître un peu comment fonctionnent ces différents ouvrages en fonction de leur localisation dans la ville.
On veut aussi qu'il soit donc abordable, on veut qu'il soit robuste et puis plutôt discret, notamment dans des environnements urbains ou dans des rivières, hein. Ces environnements sont très souvent très contraignants. Autonome aussi énergétiquement, donc sur panneaux solaires ou petites batteries pour éviter, on n'a pas le 220 volts partout sur chacun de ces ouvrages, bien entendu. Et puis, on leur demande une certaine performance. Alors là, ça reste c'est quelque chose qui reste relativement à définir. Est-ce qu'on veut vraiment se rapprocher des systèmes très coûteux à 5 000 € dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou est-ce qu'on peut se satisfaire en fait d'une qualité un peu moins bonne, mais du fait de la dispersion en fait de cette métrologie, ben, on gagnerait aussi en connaissance. Donc ça reste une question, mais on aimerait quand même avoir des systèmes performants. Et puis, la question de la connexion aussi, donc soit pour rapatrier les données ou au moins des informations de dysfonctionnement, ça nous semble aussi très important. Et puis enfin, un critère qui n'est pas des moindres, c'est qu'il soit simple à construire et à prendre en main, notamment pour répondre en fait à des questions de transfert vers des gestionnaires, tout simplement, qui ont une certaine expertise, voire vers des citoyens qui ne connaissent rien en technique de mesure. Et donc là, c'est un vrai, je pense, un vrai enjeu pour nous, donc pour transférer ça vers la société civile et notamment le monde associatif. Bon. Alors, pour le projet Chipon, on a fait le choix d'utiliser des capteurs qui étaient bon marché, à peu près de 10-15 € par unité, qui étaient fabriqués en série, donc facile à trouver, qui fonctionnerait sur panneaux solaires, batterie, avec un encapsulage simple, en allant tout simplement à Castorama, et puis, pour ne pas citer le nom, mais pour, pour construire un encapsulage robuste, fonctionnant sur des logiciels libres de la communauté d'utilisateurs de type Arduino, et puis aussi sur des réseaux connectés low cost de type LoRa. Euh, voilà, et l'idée aussi du projet important, sur lequel insiste aussi beaucoup l'agence, c'est de définir le besoin avec les gestionnaires, les bureaux d'études, et puis, ça n'était pas spécifié, nous on l'a rajouté, et les citoyens, et notamment les associations, afin d'assurer en fait le meilleur transfert de ces systèmes par la suite, une fois qu'ils seraient mis en place par nos différents laboratoires. Alors voilà, ici, j'ai repris un peu les choses. On a tout ce qui se réfère, il me semble, au cas de CASPA, et puis ici, donc, le SPA, vous voyez, qui reste pour l'instant un petit peu en bout de chaîne, même s'il est dans nos priorités. Alors, les différentes étapes du projet, je les rappelais très rapidement, hein. L'idée, c'est de choisir donc les variables à mesurer, quels sont les besoins, quels sont les effectifs, quels sont les objectifs, les attentes des opérationnels. Donc, on a mis en place un questionnaire qui a été diffusé dans toute la communauté des techniques et notamment alternatives et gestion des eaux usées. On a eu très peu de réponses, malheureusement. Alors, comment on l'a analysé? Alors, soit notre questionnaire n'était pas très bien fichu, c'est probable. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, les opérationnels, les bureaux d'études, gestionnaires, n'ont pas en fait encore cette culture de mesure des eaux urbaines dans les techniques alternatives, tout simplement. Et donc, du coup, ne comprennent pas même les questions qu'on pouvait poser. Donc, c'est un non-résultat qui est intéressant même pour nous à ce stade et qui nous remet un petit peu en question sur le projet. L'idée ensuite, c'est de choisir donc des systèmes et puis leur développement sur des techniques, donc avec des techniques bas coût et adaptées aux objectifs, mettre en test en milieu contrôlé ces systèmes-là, les évaluer sur le terrain et surtout les comparer avec des systèmes traditionnels, hein. On a une longue expérience là-dessus dans nos laboratoires, donc ça, on sait faire. Et ensuite, de transférer ces résultats et puis valoriser, donc d'un point de vue opérationnel, tous ces résultats pour assurer leur transfert. Donc, rapidement, résultats que l'on a, donc déjà la présentation un peu des systèmes, donc on fonctionne sur un système de type Arduino avec des capteurs donc, que l'on vient brancher.
d'un panneau solaire, des batteries, un système de type LoRa pour communiquer en fait avec notre laboratoire pour l'instant. Et puis on arrive à un système de ce type-là. Donc il n'est pas hyper sexy, d'accord, on est sur du PVC Castorama. Mais par contre, il a montré qu'il était très costaud sur le terrain. On l'a laissé pendant un an et demi en fait. Sur des sites particulièrement contraignants dans les Alpes et montrer aucun signe de fragilité. Donc, des exemples ici de mesures que l'on effectue. Donc, tout premièrement, nous, il y a un paramètre en hydraulique qui est essentiel, c'est la mesure de la hauteur d'eau. Ça peut paraître très, très simple, c'est très basique, mais mesurer une hauteur d'eau, c'est déterminant, hein, bien entendu, pour tous ces systèmes. Ça permet de mettre en place des préventions par rapport à des seuils de débordement, des cotes qui sont admissibles socialement, intéressantes biologiquement et que sais-je, ou des niveaux d'eau, des variations de niveau d'eau, de crue ou des variations de niveau d'eau pendant des bases d'eau. Donc on est parti sur un système assez simple hein, de capteurs ultrasons que vous pouvez trouver à l'arrière et à l'avant de vos voitures qui vous permet notamment de ne pas abîmer les pare-chocs. On est venu comparer ces systèmes-là. Ici, un petit exemple sur la dernière tempête, Alex, alors pas dans le sud de la France, mais dans un système de bassin de rétention d'eau pluviale à Lyon. On a une comparaison ici entre les capteurs, donc Chipo, Ultrason à quelques euros, notre système à 200 euros, et puis des capteurs beaucoup plus chers, Ultrason classiques qu'on est venu comparer. Et on se rend compte, là on est assez satisfait, c'est qu'en fait avec un système relativement simple, on arrive à bien décrire en fait la dynamique de ce qui se passe dans notre système, même rien que déjà d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant. On est venu aussi mesurer un autre paramètre, on travaille sur la turbidité, il y a un bon nombre de papiers, de publications qui travaillent sur le capteur bas coût, low cost dans la littérature. Là, on est venu prendre en fait un capteur qui est très facilement disponible à 10-15 euros sur le commerce et qui est tout simplement utilisé dans l'industrie pour vos lave-vaisselle. Voilà, donc un turbinimètre classique, c'est entre 4 et 6 000 euros dans le commerce. Là, on descend sur un système tout fait à peu près à 200 euros. On l'a mis en place sur le terrain et on a des données qui sont très, très similaires dans leur dynamique et puis dans leur valeur. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, calibrer ces capteurs, eh ben, ce n'est pas évident, d'accord, ce n'est pas clé en main. Donc, du coup, il y a toute une réflexion aussi à avoir pour s'approprier, en fait, se réapproprier même ces capteurs-là, parce que très souvent, même des capteurs à 5-6 000 euros, on a très très peu d'informations sur comment la mesure est effectuée dans le capteur lui-même. Là, pour le coup, on a une LED, on a un récepteur, on maîtrise en fait la force du signal et on maîtrise vraiment tout le processus en fait de production de notre donnée et d'acquisition de cette donnée. Bon. Je vais conclure maintenant donc, très rapidement sur voilà, où on en est. Hein. Donc là, on a des laboratoires en SHS, en sciences de la Terre. On a produit un certain nombre de capteurs qu'on cherche encore à valider, à rendre robustes. Il y a encore un certain nombre de problèmes à évacuer. L'idée par la suite, ce sera on travaille à la mise en connexion avec d'autres chercheurs sur des observatoires de recherche, notamment la zone atelier Bassin du Rhône ou l'OTU, l'OSCAR, pour les sciences de la Terre et de l'univers. Et donc, du coup, voilà, déjà dans notre microcosme recherche, il y a il y a des choses qui se créent, il y a des intérêts. On travaille aussi avec les gestionnaires pour définir les besoins, pour tester ces appareils, pour voir s'assurer de leur transférabilité, avec des bureaux d'études aussi pour évaluer un petit peu quel est l'intérêt pour ces bureaux d'études, comment ils peuvent s'approprier, est-ce qu'ils veulent s'approprier ce type de technique, même avec des fournisseurs, avec des fabricants de capteurs qui savent, eux, faire des choses, j'ai envie de dire,
potentiellement industrialisables, par contre, ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément les besoins propres en fait à la mesure, par exemple, des eaux urbaines, aux crues, etc. Et donc ensuite notre gros challenge, hein, c'est, je vous l'ai dit, c'est de venir vers les citoyens, des associations, des écoles, pour voir en fait le potentiel d'export donc et de travail sur la partie science participative. Et donc là, l'idée, ce serait on a quelques idées justement de collaboration avec des gens qui observent par exemple la nature en ville ou des gens qui font de l'observation des étiages, des périodes de très basse eau dans les cours d'eau. Et donc on a quelques pistes. Vous évoquez aussi tout à l'heure la question des données. Je crois que c'est un peu le thème de l'atelier. Effectivement, la gestion de données et puis donc comment on la crée, comment on la gère, qu'est-ce qu'on met en évidence, qu'est-ce qu'on présente, ça c'est une question centrale, je pense effectivement dans le cadre de sciences citoyennes, puisque ça vient bien participer en fait à ces triangulations entre nos laboratoires, la recherche, les opérationnels, les politiques et puis les citoyens. Bon, ça devient un infâme brouillon, je suis désolé, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention.